subdiviser, découper une série sédimentaire en unités hiérarchiques, que ce soit la formation, le membre, le groupe, et ainsi de suite. Par contre, la biostratigraphie, comme vous pouvez le remarquer, c'est un terme donc, qui est précédé par un préfixe bio, stratigraphie puis bio. Donc, c'est une discipline de la stratigraphie qui permet de subdiviser les séries sédimentaires sur la base de leurs critères paléontologiques. Le terme bio, ça veut dire vie. Donc, c'est une démarche de la stratigraphie qui repose sur le reste de la vie dans les sédiments pour pouvoir découper les séries sédimentaires. D'accord? C'est une démarche de la stratigraphie qui permet de découper les séries sédimentaires compte tenu de leur caractère biologique, c'est-à-dire les fossiles, sur la présence de fossiles, quand les conditions de conservation et de fossilisation sont favorables, et il peut se reposer également sur les traces fossiles quand les conditions de conservation des parties dures des organismes, donc qui ont colonisé le milieu à l'époque, n'est pas favorable pour leur conservation. Alors pour les traces fossiles, il y a une discipline donc, qui s'intéresse uniquement aux traces fossiles, ce qu'on appelle l'ichnologie. Ichnologie, donc c'est un terme que l'on peut se diviser en deux, depuis il y a le terme ichno, ça vient d'ichnos, c'est-à-dire trace, et logie, c'est discours aux sciences qui s'intéressent aux traces. Et on peut rajouter paléoichnologie, c'est-à-dire paléo c'est ancien, donc c'est une discipline qui s'intéresse aux traces fossiles, aux traces anciennes. Et je pense que l'ichnologie, vous l'avez évoqué avec ma collègue Bourgeoisie dans le cours de paléoécologie et paléontologie. Bien, donc à retenir, la biostratigraphie, c'est l'une des démarches de la stratigraphie qui permet de découper les séries sédimentaires en unités biostratigraphiques bien individualisées compte tenu de leur caractère paléontologique, notamment les fossiles et les traces fossiles. Donc, quelles sont les bases de la stratigraphie? La biostratigraphie, donc, a un fondement donc, qui est très connu, c'est l'évolution de la vie. Donc, le fondement de la biostratigraphie est l'évolution de la vie. Comme vous le savez, les organismes qui se sont succédés au cours du temps à la surface du globe terrestre ont subi des modifications avec le temps d'une manière progressive et dans le sens d'une complexité croissante. C'est-à-dire que l'évolution, il permet donc d'aller depuis des formes primitives vers des formes encore plus évoluées. Bien. Alors, l'espèce dans l'évolution, donc l'espèce, vous l'avez déjà vu en paléontologie. Mais l'espèce, la définition que je vais vous donner tout de suite, c'est une définition de l'espèce qui est très utilisée en biologie et en néontologie. C'est-à-dire qu'on dit qu'un groupe de population réellement ou potentiellement interfécond dans l'espace et dans le temps est isolé quant à la reproduction de tout autre groupe et semblable. Ça veut dire quoi? D'une manière simplifiée, en biologie et en néontologie, on dit que deux individus appartiennent à la même espèce quand ces deux individus sont interféconds, c'est-à-dire ils peuvent se reproduire et donner naissance à un autre individu appartenant à la même espèce. Je reprends. La définition de l'espèce qui est utilisée repose sur l'interfécondité entre deux individus. On dit que ces deux individus appartiennent à la même espèce quand ils sont interféconds. C'est-à-dire qu'ils peuvent se reproduire et donner naissance à un autre individu donc, qui appartient à la même espèce. Mais nous, comme vous le savez, on est des géologues. On s'intéresse donc à l'ancien. Comment, à votre avis, peut-on définir une espèce en géologie et plus précisément en paléontologie? La morphologie. La même morphologie. Tout à fait. Les paléontologues ils travaillent sur les restes d'organismes, les restes d'organismes qui sont conservés dans les sédiments, notamment les fossiles.
Comme vous le savez, donc, vous avez déjà commencé à faire des travaux pratiques en paléontologie et le travail que vous faites souvent, c'est la recherche de caractères morphologiques qui vous permettront donc d'attribuer un organisme possible à telle ou telle espèce. D'accord? Donc en paléontologie, on dit que deux individus appartiennent à la même espèce quand ces deux individus montrent les mêmes caractères morphologiques. Ils montrent les mêmes caractères morphologiques et comme vous le savez, c'est pas est-ce que ma collègue Bourgeoisie vous en a déjà parlé. Les caractères morphologiques, on peut les répartir en deux groupes. Nous avons les caractères morphologiques quantitatifs, c'est-à-dire que l'on peut quantifier, que l'on peut mesurer, tel que par exemple le nombre de tours chez les céphalopodes, le nombre de tours chez les gastéropodes, la section, le diamètre de la section du dernier tour chez les ammonites, etc., etc. Donc, ce sont des choses que l'on peut quantifier. On peut quantifier même les côtes chez un céphalopode. On peut quantifier les tubercules, les côtes et les sillons chez les gastéropodes, par exemple, et même pour les autres côtes. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les caractères morphologiques. Et il y a également ce qu'on appelle les caractères qualitatifs. Les qualitatifs, c'est-à-dire que l'on peut qualifier et non pas quantifier. Donc, à retenir, ce qui nous intéresse, nous, en géologie, en paléontologie plus précisément, ce sont les caractères morphologiques des fossiles. Parce que ce sont ces caractères-là que l'on peut utiliser pour attribuer donc un fossile à une telle espèce. Donc, à retenir, deux individus qui présentent les mêmes caractères morphologiques en paléontologie appartiennent à la même espèce. Bien. Alors, l'espèce, comme vous l'avez vu avec ma collègue paléontologique, n'est pas une entité qui est fixe et invariable. Donc, l'espèce subit essentiellement des modifications au cours du temps, c'est-à-dire il subit une évolution, ce qu'on appelle l'évolution de la vie en biologie, mais en paléontologie, c'est l'évolution. Et vous en avez vu trois modèles principaux d'évolution en paléontologie. Vous avez vu le modèle de type cladogénèse, l'anagénèse, puis la typogénèse. D'accord? Donc, tous ces modèles-là, donc, vous les avez déjà vus avec ma collègue Bourgeoisie. Bien. Monsieur, Oui. vous êtes en quelle page, monsieur? Attends, je suis... Ça, c'est une bonne question. Je suis sur cette page, cette diapo. D'accord? Monsieur, je vois toujours la première page. On voit que la biostratigraphie, les bases de Sur la biostratigraphie. diapo est toujours fixée Oui. sur la définition de la biostratigraphie. Et voilà maintenant. Je suis sur la deuxième diapo. Pas encore. Pas encore comme ça, on est Maintenant, sur la définition. le titre. Non, monsieur, pas encore. Maintenant. Très bien. Non? La biostratigraphie. Non, La biostratigraphie. Alors, je vais quitter ça. Et je veux rouvrir. Ça y est. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Là, vous voyez la deuxième diapo, la biostratigraphie. Vous la voyez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et maintenant, vous voyez la deuxième diapo. Oui. Oui, monsieur. Oui. C'est bon. L'espèce est l'unité de base considérée en systématique. Donc là, vous avez la définition donc, qui est utilisée par les biologistes. Et ensuite, vous avez
des modèles d'évolution que vous avez vus avec ma collègue Bourgeoisie, notamment la cladogénèse, l'anagénèse et la typogénèse. Alors pour la typogénèse, c'est un modèle théorique. D'accord? Ce n'est pas un modèle donc, qui existe réalisable dans la nature, c'est un modèle théorique. Pourquoi? Parce que la vitesse de changement du caractère morphologique, il dépasse la vitesse de ces changements dans la nature. Bien. Voyons maintenant le sous-chapitre 2 intitulé la biochronostratigraphie. Ça, vous voyez cette diapo? Vous la voyez? Oui, monsieur. D'accord. Alors, pour la biochronostratigraphie, je vais faire diaporama. Voyez la diapo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la biochronostratigraphie? Regardez, donc nous avons biostratigraphie et à l'intérieur nous avons la chronologie, chronomètre. Donc, la biostratigraphie et le temps. D'accord? Alors, la biochronostratigraphie fait partie de la biostratigraphie. Et nous allons voir tout de suite quelles sont les unités biostratigraphiques que l'on peut, que l'on doit connaître en biostratigraphie. Alors, en biostratigraphie, nous avons un certain nombre d'unités biostratigraphiques. Nous avons tout d'abord la biozone, l'étage de ce système que l'on appelle série, le système, l'érathème et l'ionéthème. Ce que vous voyez ici maintenant, ce sont les unités biostratigraphiques qui sont classées depuis la plus petite unité qui est la biozone jusqu'à la plus importante unité qui est l'ionéthème. Donc vous avez ici en face de vous une hiérarchie ascendante ou encore croissante des différentes unités donc, que l'on peut rencontrer en biostratigraphie, ou bien que l'on peut utiliser en biostratigraphie. Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous voyez? Oui, monsieur. Oui, alors, monsieur. vous prenez votre cours et vous complétez. Donc, vous en avez en gros 6 unités biostratigraphiques. Mais nous, l'accent dans ce cours, l'accent sera mis essentiellement sur la biozone, l'étage, ce système, le système et l'érathème. Alors, l'ionéthème, on dira juste 2-3 mots sur cette unité-là. C'est la plus grande unité biostratigraphique. Et l'unité la plus élémentaire considérée en biostratigraphie, c'est la biozone. Voyons maintenant que ça veut dire la biozone. Comme je viens de le dire, la biozone correspond à la coupure la plus élémentaire considérée en biostratigraphie. C'est l'unité de base considérée en biostratigraphie. Si vous regardez l'hiérarchie qui est établie, on voit bien que la biozone correspond à la plus petite unité considérée en biostratigraphie. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire une biozone? Une biozone, ça correspond dans le paysage sédimentaire par une couche ou un ensemble de couches ou encore une tranche de sédiment, encore à un volume de sédiment qui est caractérisé par l'existence de plusieurs fossiles caractéristiques. Alors là, j'insiste là-dessus. C'est une couche ou un ensemble de couches qui est caractérisé par l'existence ou encore par la présence d'une ou plusieurs formes fossiles, admettant une valeur stratigraphique, c'est-à-dire des fossiles caractéristiques. D'accord? Rappelons-le, un fossile caractéristique, c'est un fossile, comme nous l'avons vu lors de la deuxième séance, c'est un fossile qui présente une courte durée de vie, c'est-à-dire une répartition verticale qui est très courte, et il présente une extension géographique qui est très large. C'est ce que l'on appelle un fossile caractéristique. Bien sûr, il faut que celui-ci soit bien conservé et il faut qu'il se présente
avec une fréquence relativement importante dans le sédiment pour que l'on puisse le récolter. Donc, en biostratigraphie, les fossiles que l'on utilise dans cette démarche, si l'on veut faire recours à cette démarche, ce sont les fossiles caractéristiques. Donc, c'est pourquoi on définit la biozone comme étant une couche ou un ensemble de couches qui est caractérisé par la présence de fossiles caractéristiques, c'est-à-dire de fossiles stratigraphiques, ayant pu se maintenir, bien entendu, pendant le temps de leur dépôt, sans avoir été l'objet d'aucune transformation. Bien. Alors, au sein de la biozone, nous avons un certain nombre nous avons différentes biozones. Est-ce que vous voyez cette diapo? Les différents types de biozones. Oui, monsieur. La biozone, comme je viens de la définir, c'est une couche, ça pourrait correspondre à une couche, à deux couches, ou encore à plusieurs couches, ou encore tout simplement à une tranche de sédiment qui est caractérisée par la présence de fossiles caractéristiques, c'est-à-dire des fossiles stratigraphiques, qui ont une courte durée de vie, une large répartition spatiale et qui sont relativement abondants dans le sédiment, qui sont bien conservés. Alors pourquoi bien conservé? On le dit tout simplement parce qu'un fossile qui n'est pas bien conservé ne va pas nous offrir donc la possibilité de décrire ses caractères morphologiques. Il faut absolument que le processus de fossilisation soit bien réussi. Alors donc, les différents types de biozones, donc nous avons ici 4 types de biozones. Nous avons la zone d'association, que l'on appelle aussi synozone ou zone d'assemblage. Deuxième type, c'est la zone d'extension ou zone de distribution. Troisième type, c'est la zone d'abondance, que l'on peut par ailleurs appeler zone d'apogée. Puis finalement, nous avons la zone d'intervalle. Donc ici, ce que je vous projette maintenant, ce sont les 4 principaux zones. Il y en a d'autres. Ça, ce sont les principales zones que l'on peut donc voir dans ce chapitre. Commençons tout d'abord par la zone d'association. La zone d'association, c'est une zone de type synozone ou d'assemblage. Elle est définie, là encore, comme étant une couche. Ça pourrait correspondre à une couche, à 2 couches ou à plusieurs couches, ou encore à une tranche de sédiments, dont le contenu fossilifère constitue une association naturelle permettant de la différencier ou bien de la distinguer des couches sous-jacentes, c'est-à-dire des couches basales, et les couches sus-jacentes, c'est-à-dire des couches sommétales. Je reprends. La zone d'association correspond à une couche ou tout simplement à un volume de sédiment qui est caractérisé par un contenu fossilifère, bien entendu, des fossiles caractéristiques, qui forment ou encore qui constituent une association naturelle permettant de la distinguer de la zone sous-jacente et de la zone sus-jacente. C'est bien clair. Donc, la zone d'association a des limites. Elle a une limite inférieure et une limite supérieure. Et ces limites correspondent aux limites de la présence de l'assemblage caractéristique, c'est-à-dire l'association naturelle des fossiles qui sont observés au sein d'une couche ou un ensemble de couches a une limite inférieure et a une limite supérieure qui coïncident avec les limites de cette association naturelle. Donc, je vous présente cette figure pour pouvoir comprendre. Regardez là, donc nous avons une série sédimentaire. Alors, ce que vous avez en rouge, ce sont les limites des synozones. Ce que vous voyez en bleu, c'est l'extension verticale des fossiles caractéristiques, c'est-à-dire des fossiles stratigraphiques. Et vous imaginez à côté, vous imaginez que tout ça, ça existe au sein d'une série sédimentaire. Une série sédimentaire qui est formée par, je ne sais pas, 20, 100, 1000 couches ou 200 couches. D'accord?
une série sédimentaire. Au sein de cette série, une série sédimentaire qui est fossilifère. Donc, on voit dedans 5 fossiles ou bien 5 taxons. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait un découpage biostratigraphique en biozones. Nous avons la biozone d'assemblage A. Vous avez la deuxième biozone ou encore cénosone B. Et vous avez la troisième et dernière, c'est la cénosone C. Comme vous pouvez le constater, la cénosone A est caractérisée par un assemblage de 3 fossiles caractéristiques qui sont le fossile 1, 2 et 3. D'accord? La cénosone A, appelée aussi zone d'association ou d'assemblage, est caractérisée par le fossile 1, 2 et 3. D'accord? Si l'on considère la cénosone B, regardez la cénosone B, elle est caractérisée par un assemblage de 3 fossiles. Le fossile 2, le fossile 3 et le fossile 4. Donc, cette association des 3 fossiles 2, 3 et 4 permet de définir la cénosone B. La cénosone C, la plus superficielle, quant à elle, est caractérisée par un assemblage naturel qui est représenté par l'association des fossiles 3, le fossile 4 et le fossile 5. D'accord? Alors, regardez, si l'on considère la cénosone B, celle qui est au milieu, la cénosone B, elle est caractérisée par une association naturelle représentée par le fossile 4, 3 et 2. Regardez, donc cette association de ces 3 fossiles caractéristiques permet de distinguer la cénosone B de la cénosone A et de la cénosone C. Donc, si l'on reprend la définition, une cénosone ou une zone d'assemblage, d'association, correspond à une couche ou à un ensemble de couches qui est caractérisé par une association naturelle, fossile caractéristique, permettant de la distinguer de la zone sous-jacente et de la zone sus-jacente. Donc, si vous comparez cet assemblage, vous allez voir qu'il diffère des assemblages qui constituent, bien qui caractérisent la biozone sous-jacente et la biozone sus-jacente. Bien. Vous avez compris. Oui, monsieur. D'accord. Donc, vous avez la figure dans le texte. Vous l'avez? Oui, monsieur. D'accord. Alors, on passe au deuxième type de biozone. C'est ce qu'on appelle la zone d'extension ou de distribution. Zone d'extension que l'on peut appeler aussi zone de distribution. Comme son nom l'indique, regardez, extension. Donc, il correspond à un ensemble de couches correspondant à l'extension totale à la fois dans le temps et dans l'espace. C'est un ensemble de couches correspondant à l'extension totale à la fois verticalement et horizontalement, à la fois dans le temps et dans l'espace, de la présence de tout élément choisi parmi les formes présentes. Je reprends une zone d'extension ou de distribution est un ensemble de couches correspondant à l'extension à la fois dans le temps et dans l'espace de la présence de toute forme choisie parmi les formes présentes. C'est un ensemble de couches correspondant à l'extension à la fois verticale et horizontale, c'est-à-dire à la fois dans le temps et dans l'espace, de la présence, c'est-à-dire de l'existence, de toute forme, de tout élément, c'est-à-dire de tout fossile,
choisi parmi l'association complète des fossiles présents. La zone d'extension ou de distribution correspond donc à l'extension stratigraphique d'un taxon donné, soit à l'extension d'un regroupement de taxons. Alors, le terme taxon que l'on utilise dans cette définition, ça pourrait correspondre à une espèce. Il peut correspondre à un genre, à une famille, voire même à un ordre. Donc, le terme taxon, c'est un terme très large que l'on utilise pour désigner un fossile. Donc, si la détermination de ce fossile se fait à l'échelle spécifique, donc il a la valeur d'une espèce, si la détermination de ce fossile est faite à l'échelle du genre, c'est-à-dire à l'échelle générique, donc le taxon correspond à un genre, et il peut aussi correspondre à une famille, voire même à un ordre. D'accord? Donc un taxon, c'est un fossile caractéristique, c'est un fossile stratigraphique qui pourrait correspondre soit à une espèce, soit à un ordre, une famille, et un genre. Bien. Alors l'extension, regardez, quand on regarde la définition, c'est un ensemble de causes qui correspond à l'extension totale, à la fois dans le temps et dans l'espace, d'un fossile choisi, ou bien de plusieurs fossiles choisis parmi les formes présentes. Donc l'extension de ces fossiles caractéristiques qui peut se faire soit verticalement, comme il peut se faire à la fois verticalement et horizontalement. Dans la zone d'extension et de distribution, nous avons plusieurs types. Le premier type, c'est la zone d'extension d'un taxon. Qu'est-ce que ça veut dire, la zone d'extension d'un taxon? C'est une couche ou un ensemble de couches ou encore une tranche de sédiments qui est comprise ou bien qui sont encadrés par la première présence, c'est-à-dire la première apparition, et la dernière présence, c'est-à-dire la disparition ou l'extinction d'un fossile caractéristique donné. De cet exemple, ce fossile-là correspond au fossile A. Alors regardez le V, l'extrémité à la base de ce segment-là, ici présenté en bleu, que l'on présente par un V inverse, ça désigne la première apparition de ce fossile dans le sédiment. Puis, cette extrémité-là, avec un V donc non renversé, indique la disparition du fossile A. Donc, le fossile A apparaît pour la première fois ici et il disparaît définitivement en ce point ici. Donc, ici, ça indique la première apparition, et ici, c'est l'extension totale du fossile A ici considéré. Donc, on appelle zone d'extension d'un taxon, c'est-à-dire d'un fossile caractéristique, un ensemble de couches, ou bien un volume de sédiments qui correspond à la présence complète de ce taxon, depuis sa première apparition jusqu'à son extinction définitive. Bien. Monsieur, Oui. la zone d'extension, elle donne seulement le mode de vie de taxon et l'âge. Oui. Chacun, regardez, tout ceci repose sur la présence de fossiles caractéristiques, c'est-à-dire un fossile stratigraphique. Plus le fossile présente une extension verticale qui est très très courte, plus il nous fournit des âges précis. Quand le fossile caractéristique présente une durée donc, qui est relativement importante, ça nous donne des âges imprécis. D'accord? Donc, ce que vous devez donc comprendre dans cette présentation-là, c'est que cette extrémité-là, ça indique la première apparition du taxon A, c'est-à-dire du fossile caractéristique A. Et cette extrémité-là, ça indique la disparition ou l'extinction de ce taxon A.
Donc ça, c'est la zone d'extension d'un taxon. Donc, regardez les limites représentent l'origine et l'extinction des taxons considérés. La limite inférieure, ça coïncide avec l'apparition du taxon A, et la limite supérieure, ça coïncide avec la disparition de ce fossile caractéristique. Bien. Monsieur, Oui. s'il te plaît, monsieur, lorsque nous n'avons pas les limites, qu'est-ce qu'on va dire? Par exemple, Non. je vois des traits ici. Regardez, s'il vous plaît. Donc, vous partez sur le terrain, vous faites le lever d'une série sédimentaire, bon par bon. Alors, pour faire des découpages biostratigraphiques, il faut chercher les marqueurs biostratigraphiques, c'est-à-dire les fossiles caractéristiques ou bien les fossiles stratigraphiques. D'accord? Donc, on le cherche. Je fais dessiner ma coupe, ma série sédimentaire. Je dis, voilà, dans cette couche, nous avons le fossile A. Je dessine la deuxième couche, je cherche A. Le fossile A, ça existe toujours dans la deuxième couche. Je le retrouve dans la troisième, quatrième. Puis dans la cinquième couche, je ne le retrouve plus. Dans la sixième, non plus. Donc, je dis que la couche 1, ou bien cette tranche de sédiment qui est composée par la couche 1, 2, 3, 4. Donc, ça renferme le faciès caractéristique donné, ce faciès A. Je lui donne le nom du faciès A. À partir du moment que l'on ne retrouve plus, on dit voilà, c'est la fin, c'est l'extinction, c'est la disparition du fossile A. D'accord? Donc, pour tracer la limite inférieure et limite supérieure de la zone d'extension d'un taxon, il faut chercher le point qui marque sa première apparition et le point qui marque sa dernière présence dans les sédiments, c'est-à-dire son extinction totale. D'accord? D'accord, monsieur. C'est Christian, non? Non, c'est Prince. C'est? Prince. Ah, d'accord. Donc, c'est-à-dire que là, ça, c'est un dessin. Donc, c'est une figure, c'est une illustration. Mais il faut imaginer entre les lignes rouges, nous avons plusieurs couches. 1, 2, 3, même plusieurs. Le stratigraphe sur le terrain, donc il dit voilà, au niveau, en ce moment-là, donc ici par exemple, dans cette couche-là, par exemple, nous avons la première apparition. Puis il y a d'autres couches, plusieurs. Puis là, dans la dernière couche, on note la dernière présence, c'est-à-dire l'extinction ou bien la disparition totale du taxe. Donc, c'est l'apparition et la disparition qui nous permettent de tracer ces limites ici présentées en rouge. Est-ce que vous comprenez? Imaginez, dedans, nous avons plusieurs couches. La première apparition du taxon, c'est-à-dire du fossile caractéristique, nous permet de tracer la première limite ici en rouge, c'est-à-dire la base de la biozone. Et la dernière présence et l'extinction vers la disparition totale nous permet de tracer la deuxième ligne en rouge. Et on dit que cet ensemble de couches constitue ou bien correspond à la biozone d'extension du taxon A. Ici considéré. Bien. Nous avons ensuite la zone d'extension concomitante. C'est ce que l'on appelle aussi la zone de coexistence. On vient de voir la zone d'extension d'un taxon et maintenant nous allons voir la zone de concomitance, c'est-à-dire de coïncidence ou de coexistence de deux ou de plusieurs biozones, bien zones d'extension. C'est la portion ou encore les portions coïncidentes des zones d'extension de deux ou de plusieurs taxons déterminés, choisis parmi la totalité des formes fossiles présentes dans les sédiments. Donc, vous allez comprendre. Je vais vous projeter la figure correspondante et vous allez comprendre. Donc, la zone d'extension concomitante, il peut se faire uniquement dans le temps, comme il peut se faire à la fois dans l'espace et dans le temps. La concomitance, c'est-à-dire la coexistence de deux ou plusieurs formes fossiles dans les séries sédimentaires. Commençons tout d'abord par la zone d'extension concomitante dans le temps. Donc, dans le temps, nous avons ceci. Regardez, premier exemple.
zone d'extension concomitante de deux taxons A et B. Alors, regardez bien. Qu'est-ce que ça veut dire, cette zone de concomitance dans le temps des deux taxons A et B? Donc, vous pouvez le constater entre les deux lignes rouges, c'est un ensemble de couches sédimentaires. C'est une tranche de sédiments qui correspond à la coexistence des deux taxons A et B. On l'appelle zone d'extension concomitante des deux taxons A et B. Alors, les limites. La limite inférieure et supérieure donc de cette biozone ou bien cette zone d'extension concomitante dans le temps, ça correspond à la première apparition de taxon A et à la dernière présence ou bien l'extinction totale du taxon B. Regardez bien. La zone d'extension correspond à l'intervalle compris entre l'apparition du taxon A et la disparition de l'extinction totale du taxon B. Donc, cette tranche de sédiments entre ces deux lignes-là, en rouge, ça correspond à une zone d'extension concomitante dans le temps des deux taxons A et B. Il peut correspondre à une couche, à deux couches, à plusieurs couches, mais moi, je préfère utiliser une tranche de sédiments ou bien un volume de sédiments qui correspond à la coexistence ou bien à la présence des deux taxons A et B. Donc, c'est une tranche qui marque le chevauchement, c'est une tranche de sédiments qui correspond ou bien qui matérialise le chevauchement des deux taxons A et B. Donc, nous avons les deux segments. Donc, la partie chevauchante, ça marque la coexistence des deux taxons A et B. Donc, on l'appelle zone d'extension concomitante de deux taxons. Et la coexistence, ça se fait dans le temps. Donc, c'est la distribution verticale. La distribution verticale des deux taxons. Donc, on l'appelle zone d'extension concomitante dans le temps. C'est-à-dire, la concomitance, ou bien le chevauchement, il se fait verticalement et non pas horizontalement. C'est une concomitance dans le temps. Donc, ici, vous avez un autre exemple de zone d'extension concomitante dans le temps toujours, mais cette fois-ci de plusieurs fossiles caractéristiques, de plusieurs taxons. Regardez, donc vous avez, donc c'est une extension concomitante de 7 taxons différents, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Zone concomitante de nombreux fossiles caractéristiques. D'accord? Oui. Alors, on va passer maintenant à la zone d'extension concomitante, cette fois-ci, à la fois dans le temps et dans l'espace. On peut l'appeler aussi une zone d'extension concomitante verticalement et horizontalement dans l'espace géographique. Comme son nom l'indique, ça correspond à par exemple, ici, vous avez, donc, avant d'aborder ceci, il convient de vous montrer autre chose pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, ici, nous avons un fossile A, un taxon A, et en effet, donc, le schéma, ou bien la présentation que vous voyez, montre l'extension à la fois dans le temps et dans l'espace du taxon A. Regardez, donc, l'espace horizontal, donc, c'est ça, l'espace horizontal. Puis vous avez l'extension verticale. La distribution horizontale du taxon A, donc il est donc, faite sur ce segment-là, donc dans cette partie-là de l'espace géographique. Par contre, son extension verticale, c'est-à-dire dans le temps, elle est indiquée par cet intervalle-là. Donc cet intervalle en bleu indique la distribution horizontale, c'est-à-dire dans l'espace géographique du taxon A. C'est une extension spatiale du taxon A. Et cet intervalle en vert indique, ou bien représente, l'extension dans le temps, c'est-à-dire verticalement
du taxon A. Bien. Alors maintenant, on va voir cet exemple-là que vous avez dans le texte du cours. La zone d'extension concomitante dans le temps et dans l'espace de 3 taxons différents. Nous avons le taxon B, c'est présenté en noir. La distribution dans le temps et dans l'espace du taxon A, c'est encadré en bleu mais coloré en jaune. Et finalement, nous avons la répartition spatio-temporelle du taxon C, c'est-à-dire la distribution à la fois dans le temps et dans l'espace du taxon C. Nous, on cherche à la zone d'extension concomitante à la fois dans le temps et dans l'espace des 3 taxons. Donc, tout d'abord, on doit définir leur coexistence dans l'espace et ensuite leur coexistence ou bien leur concomitance dans le temps. Alors, dans l'espace géographique, regardez, la zone d'intersection des 3 taxons, ici présentée par cet intervalle en bleu, ça représente la concomitance, que l'on peut appeler aussi la coexistence des 3 taxons dans l'espace géographique, c'est-à-dire une extension horizontale, la zone de chevauchement dans l'espace géographique. Puis ensuite, par cet intervalle-là présenté en vert, ça indique la coexistence des 3 taxons dans le temps, c'est-à-dire verticalement, dans l'espace verticalement, c'est-à-dire dans le temps. D'accord? Et on parle ici de zones d'extension concomitantes à la fois dans le temps et dans l'espace des 3 taxons, à savoir le taxon B, A et le taxon C. Je vous rappelle que le terme taxon, c'est un terme que l'on utilise en biostratigraphie pour désigner un fossile caractéristique qui pourrait correspondre soit à une espèce, soit à un genre, soit à une famille, soit à un ordre. Tout dépend de la précision de la détermination. Si la détermination ou bien les caractères morphologiques permettent de faire une détermination bien précise, donc ça peut aller jusqu'à une détermination spécifique. Donc on parle de l'espèce. Parfois, il se fait à l'échelle générique, parfois à l'échelle de famille, dont les caractères morphologiques ne nous permettent pas d'aller jusqu'à l'espèce. C'est bon? Alors, regardez à gauche, j'ai oublié de vous le dire. Ce que vous avez ici à gauche, sur ce schéma-là, ce sont des couches sédimentaires. Ce sont des couches sédimentaires. Ça veut dire quoi? La zone d'extension concomitante à la fois dans le temps et dans l'espace de ces taxons, de ces 3 taxons, il faudrait la déterminer verticalement dans une série sédimentaire, c'est l'extension verticale, et il faut la chercher horizontalement, c'est-à-dire faire des corrélations, des comparaisons entre 2, 3, 4 séries sédimentaires identifiées en 3 ou 4 localités lointaines qui peuvent appartenir au même bassin vers des bassins sédimentaires différents. Bien. Voyons maintenant la zone d'abondance. La zone d'abondance, c'est la 3e biozone donc, que l'on va définir dans le cadre du sous-cours. La zone d'abondance, comme son nom l'indique, ça correspond à une couche ou à un ensemble de couches, ou bien tout simplement à un volume de sédiments qui correspond à un grand développement, ou bien à un développement maximal d'un taxon donné. Donc, quand on parle d'abondement, de développement maximal, c'est-à-dire une abondance, ou encore une fréquence qui est très très importante de ce fossile dans le sédiment. C'est un ensemble de couches. Ça pourrait correspondre à une seule couche ou tout simplement à une tranche de sédiment qui correspond au grand développement d'un taxon donné. Quand on parle du grand développement, c'est-à-dire la grande abondance de ce fossile dans le sédiment et non pas à son extension verticale. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Nous avons regardé ici, nous avons la première apparition du taxon A, puis l'extinction du taxon A ici, c'est-à-dire sa disparition, mais la zone d'abondance,
ça ne correspond pas à l'ensemble des couches qui correspondent à l'extension verticale et totale du taxon A. Mais ça correspond à la tranche de sédiments qui montre la plus grande abondance du taxon A. Donc on peut l'appeler la zone d'abondance du taxon A ou bien la zone l'apogée du taxon A ici considéré dans cet exemple. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, on délimite un intervalle de sédiments qui montre une plus grande fréquence du taxon A. Puis on pose des limites. Du moment que la fréquence devient très très faible, donc on pose des limites. La limite inférieure et la limite supérieure de la zone d'abondance du taxon A, il est présenté ici en rouge. Bien. Voyons la quatrième et dernière biozone. C'est la zone d'intervalle. Alors regardez, comme son nom l'indique, la zone d'intervalle correspond à un intervalle de sédiments, une tranche de sédiments qui est comprise entre deux biohorizons successifs. C'est l'intervalle entre deux horizons, bien entre deux biohorizons biostratigraphiques successifs. Il ne correspond pas à la zone d'extension d'un taxon. Il ne correspond pas à la zone d'extension concomitante de deux ou de plusieurs taxons. Il est défini sur la base de la présence de deux biohorizons successifs. Il peut ne pas renfermer, il peut ne pas avoir aucun caractère biostratigraphique dedans. Il peut correspondre à une couche ou à un ensemble de couches ou bien un volume de sédiments qui ne renferme aucun marqueur biostratigraphique. Il peut correspondre à une tranche de sédiments qui ne renferme aucun fossile caractéristique. D'accord? Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire un biohorizon ou bien un horizon? Parce que dans notre définition, et la définition de la zone d'intervalle, il est construite sur la base de ce terme-là, c'est le mot-clé considéré dans cette définition, un horizon. Il correspond à l'extension, c'est l'intervalle entre deux horizons. C'est un intervalle donc qui est limité à sa base et à son sommet par deux horizons successifs. Ça veut dire un horizon. Un horizon, c'est un biohorizon. Il correspond à la première apparition d'un taxon, comme il peut correspondre à la dernière présence, c'est-à-dire à l'extension totale d'un taxon. Donc, nous allons le voir tout de suite dans le schéma qui suit. Alors, regardez là. Oui. J'ai pas bien compris la zone d'intervalle. C'est la zone d'intervalle, ça correspond à un intervalle de sédiments. Quand je dis un intervalle de sédiments, ça pourrait correspondre à une couche ou à plusieurs couches. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je préfère utiliser un volume de sédiments. Un volume de sédiments qui est compris entre deux horizons successifs. Le terme horizon, on peut le précéder par le préfixe bio, on peut l'appeler aussi biohorizon, puisqu'on en est en biostratigraphie. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour délimiter une biozone d'intervalle? Il faut chercher le biohorizon. Et un biohorizon que l'on peut, puisque le contexte il est connu, on peut se contenter de l'utilisation du terme horizon, puisqu'on est en biostratigraphie. D'accord? En biohorizon, donc le contexte il est connu. On est des géologues, des stratigraphes, biostratigraphes. Donc, pour ne pas alourdir notre langage, on va dire, au lieu de dire biostratigraphe, biohorizon, on va dire horizon, tout simplement. D'accord? Puisque le contexte est connu. Alors, on cherche pour délimiter une zone d'intervalle, il faut chercher deux horizons successifs. Un horizon, ça correspond à la ligne qui marque la première ou bien la disparition d'un taxon, ou bien l'apparition, par exemple, ici, la disparition d'un taxon, du taxon D. Ici, c'est la disparition ici du taxon B et là, la disparition du taxon D. Un horizon, ça correspond au point
où on a une disparition ou bien à un point où on a la première apparition, c'est-à-dire l'apparition d'un taxon donné. Vous allez comprendre. Regardez, si l'on prend, regardez, la base, tout ça, ce sont des zones d'intervalle. Regardez cette zone d'intervalle. Est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous voyez cette zone d'intervalle? Alors regardez, à l'intérieur de cette biozone d'intervalle, il n'y a pas de marqueur stratigraphique. Il n'y a pas de fossile stratigraphique dedans. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi je vous ai dit que la zone d'intervalle peut ne pas avoir aucun caractère biostratigraphique dedans. Il se peut qu'il ne renferme aucun marqueur biostratigraphique, aucun fossile caractéristique à l'intérieur. Alors, on va voir les limites de cette biozone intervalle, les possibilités de limites que l'on peut rencontrer. Alors, regardez, la base, par exemple, la base d'une telle zone d'extension, ça peut coïncider avec la première apparition du taxon A. Par exemple, une apparition d'un taxon, d'un fossile caractéristique, ou la dernière présence d'un taxon. Dans cet exemple, c'est le taxon B, qui subit une extinction totale. La dernière présence, c'est-à-dire l'extinction totale du taxon. Dans ce cas-là, c'est le fossile B. La limite supérieure peut correspondre à la première présence ou bien à la première apparition d'un taxon donné. Dans cet exemple, c'est le taxon C, c'est le fossile caractéristique C. La limite supérieure peut correspondre à la dernière présence d'un taxon donné, c'est-à-dire l'extraction totale d'un taxon donné. Dans cet exemple, c'est le taxon D. La base de la limite inférieure de la zone d'intervalle pourrait encore être caractérisée par la limite supérieure d'une biozone. Ça correspond à la limite sommétale de la biozone sous-jacente, c'est-à-dire qui est en dessous. Comme il peut correspondre donc à la limite, excusez-moi, je me suis trompé. La limite inférieure de la zone d'extension ici, de la zone d'intervalle ici considérée, sa limite inférieure coïncide avec la limite sommétale de la zone sous-jacente. Une zone sous-jacente, que ce soit une zone d'extension, que ce soit une zone d'extension totale d'un taxon, ou bien une zone de concomitance, quelle que soit la nature de la zone sous-jacente. Sa limite supérieure, ça coïncide avec la limite inférieure de la zone sus-jacente, c'est-à-dire la zone qui vient au-dessus. Donc, à retenir, la zone d'intervalle correspond à une tranche de sédiments, c'est-à-dire un volume de sédiments qui est compris entre deux horizons successifs. Par exemple, là, nous avons un horizon qui est marqué par la dernière présence de ce taxon. La limite supérieure correspond à cet horizon-là qui est marqué par la première présence de ce taxon. Dans cette biozone d'intervalle, nous avons sa limite supérieure, il correspond à la première présence, donc il est marqué par cet horizon-là, qui représente la première apparition du taxon A, et ce deuxième horizon-là qui coïncide avec la première présence du taxon C, et ainsi de suite. Donc, une zone d'intervalle, je le répète, ça correspond à une tranche de sédiment qui pourrait ne pas avoir aucun caractère biostratique dedans. C'est le cas ici. Il n'y a pas de fossile caractéristique à l'intérieur de la biozone d'intervalle. Par contre, là, il représente le passage vers l'extension verticale du taxon B, là, c'est le taxon A. Mais il peut ne pas avoir aucun caractère biostratigraphique à l'intérieur. C'est très important à retenir. Bien. Merci. Oui. Je n'ai pas compris le dessin à droite. Dernier dessin. À droite? Oui, monsieur. À droite, c'est comme... oui. Donc, vous avez le premier horizon, c'est-à-dire il est marqué par la première apparition de ce taxon. Il apparaît ici, mais on ne le revoit plus. On ne le retrouve plus. Puis, nous avons un autre taxon qui apparaît ici.
et qui disparaît ici. Donc, le deuxième horizon qui nous permet de tracer la limite supérieure de cette zone d'intervalle, il coïncide avec la dernière présence de ce taxon. D'accord? Monsieur, pourquoi on n'a pas tracé le point de disparition et le point d'apparition de ces taxons? Tu parles de ça? Oui, monsieur. Mais l'apparition, elle est là. De ce taxon, il apparaît ici. Et ça Non, permet monsieur, ici, à droite. On a dessiné seulement le point de apparition. Ici, à droite. Vous voyez le curseur, non? Est-ce que vous le voyez? Non. Et maintenant, vous le voyez? Il y a un décalage, monsieur. Vous le voyez? Ah, toujours il y a le décalage. Alors là, sur la figure de droite, nous avons deux taxons qui présentent une extension verticale qui est réduite. Mais regardez, le premier taxon à gauche, le premier taxon, on voit son apparition. D'accord? Et on voit sa répartition, mais son extension verticale qui est limitée. Le deuxième taxon, on voit son extension verticale qui est limitée, puis il disparaît. Nous, ce qui nous intéresse dans la définition de la zone d'intervalle, c'est de chercher les apparitions et les disparitions de deux ou plusieurs fossiles caractéristiques pour pouvoir délimiter la zone d'intervalle. Parce que la zone d'intervalle, comme nous l'avons évoqué dans la définition, ça correspond à une couche ou à un ensemble de couches qui est délimité par deux horizons successifs. Un horizon, ça pourrait correspondre à une disparition d'un fossile, comme ça pourrait correspondre à une apparition. D'accord? Par exemple, vous avez le taxon A et C, tous les deux, qui nous ont permis de tracer la limite inférieure et la limite supérieure de cette zone d'intervalle par les apparitions. Apparition, la première apparition du taxon A et la première apparition du taxon C. Par exemple, la zone tout à fait d'intervalle à gauche, qui est caractérisée par le taxon B et le taxon D, limite de cette zone d'intervalle est déterminée par deux biohorizons successifs qui correspondent respectivement à la dernière présence du taxon B et à la dernière présence du taxon D. C'est très facile. Alors donc, tout ceci, ça fait partie donc des exemples. Donc tout ceci, ça constitue des exemples de biozones. Et la biozone, comme nous l'avons défini, c'est une unité biostratigraphique. C'est l'unité la plus élémentaire qui est considérée en biostratigraphie. Elle correspond à une couche ou à un ensemble de couches qui sont marquées par la présence de deux ou de plusieurs formes fossiles, c'est-à-dire la présence ou bien l'existence de d'un ou bien de plusieurs fossiles caractéristiques. Bien. C'est la première unité, c'est la plus petite unité considérée dans l'hiérarchie ascendante considérée en stratigraphie. La biozone, ça représente l'unité, c'est-à-dire la coupure la plus élémentaire considérée en biostratigraphie. Si vous regardez l'hiérarchie ascendante, elle est toujours à la base. C'est la plus petite unité considérée en hiérarchie, dans l'hiérarchie de la biostratigraphie. Deuxième unité. Alors, la deuxième unité qui vient après la biozone, c'est l'étage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'étage? L'étage, c'est une unité biostratigraphique. L'étage, comme la biozone, c'est une unité biostratigraphique. Mais l'étage, regardez bien, un étage, si vous regardez l'hiérarchie, donc ascendante établie début de ce chapitre, il vient juste après la biozone. Donc l'étage, c'est une unité biostratigraphique d'ordre supérieur à la biozone. Oui.
Est-ce que vous voyez la diapo? Hein? Non, monsieur. Il Est-ce reste que vous dans voyez la les diapo? intervalles. On voit l'exemple des Fixez, ondes monsieur. intervalles. Qu'est-ce que vous voyez? Le diapo de la zone Les intervalle. exemples. La zone Ouais. d'intervalle. Monsieur, Non, maintenant, maintenant, c'est bon. Et maintenant, Maintenant, on le voit. Non, non, monsieur. ça à la On voit le fois, diapo. ça à la fois, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez la diapo portant comme titre étage? Oui, monsieur. Maintenant, maintenant. Non, monsieur. D'accord. D'accord. Un étage, une unité biostratigraphique d'ordre supérieur à la biozone. Regardez l'hiérarchie. Dans l'hiérarchie établie au début de ce chapitre, nous avons la biozone, c'est la coupure la plus élémentaire, et il est suivi par l'étage. Donc l'étage, on peut le définir comme étant une unité biostratigraphique d'ordre supérieur à la biozone. Donc à retenir, un étage est un ensemble de biozones. Un étage correspond à l'ensemble des couches contenant une faune ou une flore bien déterminée. C'est une coupure qui est établie de manière empirique, c'est-à-dire de manière expérimentale, et qui a généralement une durée qui est variable entre 3 et 10 millions d'années. Un étage, c'est un ensemble de biozones. Il correspond à un ensemble de couches contenant une faune ou une flore bien déterminée. C'est une coupure ou bien c'est une subdivision qui est établie de manière expérimentale et elle a une durée variable entre 3 millions d'années. Il peut avoir une durée de 3 millions d'années, comme il peut aller jusqu'à 10 millions d'années. Chaque étage est désigné par un nom. Chaque étage est désigné par un nom qui découle du nom de la localité type qu'il a défini la première fois appelé stratotype. Très bien, mademoiselle. Très bien. Est-ce que vous l'avez entendu? Tout le monde a entendu donc cet étudiant. Je reprends. Bon, il a lu la suite de la définition, le complément de la définition. Un étage, il porte un nom. Chaque étage est désigné par un nom. Mais on se pose la question, comment peut-on nommer un étage? Alors, le nom de l'étage découle, ou bien il dérive du nom de la localité, c'est-à-dire de la région, où cet étage a été défini pour la première fois. Alors, cette région, bien cette localité, on l'appelle le stratotype. Le stratotype correspond à l'endroit, à une localité géographique, ou bien à une région dans l'espace géographique où cet étage a été défini pour la première fois. Je vous donne comme exemple le Werfenia. Le Werfenia, je vous projette là. Le Werfenia, c'est un étage du Trias inférieur. Le Trias inférieur, c'est ce qu'on appelle le Mechelkat. Le Mechelkat, c'est le Trias inférieur. Le Werfenia, donc, c'est un nom que l'on donne à un étage qui fait partie du Trias inférieur. Et le terme Werfenia provient du nom Werfen. Le Werfen, c'est le nom d'une localité en Autriche. Le Werfenia dérive du nom du Werfen, c'est-à-dire le nom d'une localité en Autriche qui porte le nom de Werfen. Le Werfen, c'est une localité en Autriche où cet étage a été défini pour la première fois. Le Werfenia, c'est un étage du Trias inférieur et le nom du Werfenia provient du Werfen qui correspond
au nom d'une localité en Autriche. Bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, un étage, c'est un ensemble de biozones. C'est une unité biostratigraphique d'ordre supérieur à la biozone. Donc un étage, il peut comprendre plusieurs biozones. C'est un ensemble de biozones. Lorsque le nombre de biozones constitutifs est très élevé, donc on peut subdiviser l'étage en sous-étages. Je reprends. Un étage, c'est un ensemble de biozones. Quand le nombre de biozones qui constituent l'étage est très élevé, on peut parfois subdiviser l'étage en sous-étages. Et comme exemple, le Toarcien. Le Toarcien, c'est un étage du Jurassique. Et le Jurassique, c'est un système de l'ère mésozoïque. C'est le deuxième système de l'ère mésozoïque. Le Toarcien à retenir, c'est un étage du Jurassique inférieur. Alors, regardez, exemple, zone d'ammonie du Toarcien. Ça veut dire quoi? Zonation, la série toarcienne a été subdivisée en un certain nombre de biozones sur la base de fossiles caractéristiques de type ammonique. Les ammonites sont considérés, ce sont des céphalopodes, et ils sont considérés comme étant des bons marqueurs biostratigraphiques. Ils sont considérés comme étant des bons fossiles caractéristiques stratigraphiques et nous permettent de faire des datations. Mais regardez, le Toarcien, elle est là. Vous voyez, est-ce que vous voyez le tableau? Est-ce que vous voyez le tableau? Encore, Oui, monsieur. Alex. Non, monsieur. Non, Oui ou non? Hein? non. Oui, oui. Donc, Oui, oui, maintenant, oui. voilà, vous le voyez. Vous voyez le tableau. Oui, oui, monsieur. D'accord. Alors, regardez ce tableau-là, donc montre la subdivision du Toarcien. Le Toarcien, c'est un étage. Je l'ai indiqué à gauche en bleu, Toarcien. Le Toarcien, c'est un étage. La première colonne, le Toarcien, l'étage Toarcien est subdivisé en 3 sous-étages. Le Toarcien inférieur, que j'ai encadré en bleu, le Toarcien moyen, que j'ai encadré en vert, et le Toarcien supérieur, que j'ai encadré en rouge. Donc, l'étage Toarcien est subdivisé d'abord en 3 sous-étages, le Toarcien inférieur, le Toarcien moyen, et finalement, le troisième et dernier, c'est le Toarcien supérieur. Voyons maintenant la deuxième colonne. Donc, c'est une colonne qui est réservée pour les zones. Et les zones donc, dont les noms sont présentés sur cette colonne, ça correspond à des zones d'ammonie, à des zones qui ont été définies sur la base de la présence de fossiles caractéristiques de type ammonite. Les ammonites, ce sont des céphalopodes. Ce sont des céphalopodes donc, qui ont des lignes, des sutures qui sont particulières. Vous les avez vus au TP ou pas encore, les céphalopodes? Hein? Est-ce que vous avez vu les céphalopodes Encore. au TP, non? Pas encore. Pas encore, monsieur. Pas encore. Donc, vous allez les voir. Donc, les ammonites, ce sont des céphalopodes. Ils présentent une coquille qui présente un enroulement planispiralé. D'accord? Ils présentent des caractères morphologiques donc, bien déterminés qui sont utilisés dans la classification et dans la détermination de ces céphalopodes. Notamment, nous avons la ligne de suture, nous avons le siphon, la présence du siphon. Donc, il présente un enroulement, les ammonites, ils présentent un enroulement planispiralé et ils ont la coquille, une coquille qui est cloisonnée, qui est traversée par un siphon. Il peut être lisse, il peut être ornementé, il présente des tubercules, des épines, etc.
Donc, ce sont des fossiles caractéristiques. Ils ont joué un rôle très important dans la biozonation et dans le découpage biostratigraphique des séries sédimentaires mésozoïques, c'est-à-dire du Trias, Jurassique et des séries Crétacées. Comme vous pouvez le constater ici, cette fonte d'ammonite nous a permis de faire subdiviser l'étage toarcien en 8 biozones à base d'ammonite. Donc, si vous comptez les biozones, regardez que j'ai souligné en rouge. Le toarcien inférieur est subdivisé en 2 biozones. La biozone à toniquistatum et la biozone à serpentinum. Le toarcien moyen, lui aussi, a été subdivisé en 2 biozones, en 2 zones d'ammonite. La zone à bifrance et la zone à variabilis. Le sous-étage supérieur du toarcien, qu'on appelle le toarcien supérieur, est subdivisé quant à lui en 4 biozones. La biozone via la zone à toirance, à toarcence, la zone à dispensum, la zone à pseudoradiosa et la zone à ralencis. Comme vous pouvez le constater, le toarcien, qui correspond à un étage, est constitué par un ensemble de biozones. Ils sont en nombre de 8. Je reprends. Du bas vers le haut, nous avons la zone à toniquistatum, la zone à serpentinum, la zone à bifrance, à variabilis, à toarcence, la zone à dispensum et finalement la zone à pseudoradiosa. Puis enfin la zone à ralencis. Si vous voulez compter, ils sont en nombre de 8. Donc, quand le nombre de biozones ou bien de zones qui composent un étage est très élevé, on peut subdiviser l'étage en sous-étages et les sous-étages en biozones. Bien. Voyons maintenant la troisième unité considérée dans l'hiérarchie biostratigraphique. C'est le système. Qu'est-ce que ça veut dire le système? Si vous regardez l'hiérarchie, c'est-à-dire la classification établie au début de ce chapitre, vous allez voir que le système, il vient en troisième position. C'est une unité biostratigraphique qui est supérieure à l'étage. Donc un système, par définition, c'est un ensemble à étage. Et un étage, c'est un ensemble de biozones. Un système est défini à partir des discontinuités remarquables, telles que par exemple les lacunes liées soit à des immersions, soit des lacunes qui sont liées à des condensations. Quand je dis liées à une immersion, c'est-à-dire des surfaces qui sont produites suite à une exondation, quand on parle de lacunes liées à des discordances, c'est-à-dire des surfaces d'érosion qui séparent deux séries de couches, les couches inférieures, ils ont subi une déformation. Donc, ils ont été mobilisés suite à des phénomènes de déformation. Rarement que l'on fait référence à un contenu paléontologique. Je reprends. Un système, c'est une unité biostratigraphique d'ordre supérieur à l'étage. Donc, c'est un ensemble d'étages. Il est défini à partir des discontinuités remarquables, telles que les lacunes liées à une immersion et les surfaces de discordance. Il est rarement défini sur la base d'un contenu paléontologique. Un système comprend un étage comprend un plus ou moins grand nombre d'étages. Un système est un ensemble d'étages. Et dedans, on peut avoir un nombre plus élevé ou bien un nombre réduit d'étages. Lorsque le nombre d'étages qui constituent le système est très élevé, on peut subdiviser le système en sous-systèmes ou en groupes. Exemple, le Jurassique. Le Jurassique, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le deuxième système de l'ère mésozoïque. L'ère mésozoïque, c'est-à-dire l'ère secondaire, comprend
3 systèmes. Il est subdivisé en 3 systèmes. Le premier système, c'est le système triasique. Le second, c'est le système jurassique. Le troisième et dernier, c'est le système crétacé. Donc l'ère primaire, l'ère secondaire, excusez-moi, l'ère secondaire est subdivisée en 3 systèmes d'inégale durée. Le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Donc dans cet exemple, on considère le Jurassique, le système Jurassique. Le système Jurassique, il est subdivisé en 3 sous-systèmes qui sont du bas vers le haut, le Lias, l'Odoguer et le mâle. Le Lias, l'Odoguer et le mâle correspondent aux 3 systèmes qui composent le système Jurassique. Le Lias, l'Odoguer et le mâle correspondent aux 3 sous-systèmes, excusez-moi, aux 3 sous-systèmes qui composent le système Jurassique. Alors là, sur ce tableau-là, vous l'avez dans le texte, ce tableau. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez, ce tableau? Non, monsieur. Non, monsieur. Vous l'avez pas? Non, monsieur. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez un autre tableau? Non? Non, monsieur, on a la système. Il n'est pas encore affiché. Hein? Ce n'est pas encore affiché. Ah, la diapo n'est pas encore affichée. Oui, mais Et celle-là, vous l'avez, la diapo système. Oui, monsieur. Là, vous l'avez. Maintenant, oui. Et celle-là, Oui, monsieur. Système Maintenant, Jurassique. vous avez le tableau. Oui. Oui, monsieur. Alors, ce tableau-là, vous l'avez dans le texte, oui ou non? Est-ce que vous avez imprimé le texte du Oui, troisième il y a dans le tableau. Il y a Oui, dans le texte du tableau. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, il faut imprimer à chaque fois le texte du chapitre. Il faut que vous ramenez le texte, comme ça vous pouvez compléter. Est-ce que c'est clair? À chaque fois, il faut ramener le texte du cours pour pouvoir le compléter. Si vous avez la même chose, si c'est complet, d'accord? Mais des fois, vous serez amené à faire du complément, à compléter. Alors, ce tableau-là, donc, il montre le découpage du système jurassique. Alors, regardez, c'est indiqué en rouge à gauche. Le système jurassique est subdivisé en 3 sous-systèmes. Le système jurassique est subdivisé en 3 sous-systèmes, ou encore en 3 séries, qui sont le Lias, l'Odoguer et le mâle. Le Jurassique est subdivisé en 3 sous-systèmes qui sont le Jurassique inférieur, que l'on appelle le Lias, le Jurassique moyen, que l'on appelle l'Odoguer, et le Jurassique supérieur, que l'on appelle le mâle. Le système jurassique comprend 3 systèmes. Le système jurassique comprend 3 sous-systèmes qui sont du bas vers le haut, le Lias, l'Odoguer et le mâle. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous m'entendez? Le système jurassique, le système d'une manière générale, c'est une unité biostratigraphique d'ordre supérieur à l'étage. Donc le système est un ensemble d'étages. Quand le nombre d'étages qui composent le système est très élevé, on peut subdiviser le système en sous-systèmes. C'est le cas par exemple du système jurassique. Le système jurassique, il est composé par un nombre élevé d'étages que vous avez dans la deuxième colonne. Les étages qui composent le système jurassique, ils sont du bas vers le haut comme suit. Nous avons l'étage étangien, sinumérien, lionsbatien, quartzien, alinien, bajocien, batonien, callovien, oxfordien, kéméritien et titanien.
tous ces noms-là, ce sont des noms d'étages qui composent le système. Si vous les comptez, on a combien? Nous avons 4, 8, 10, nous avons 11 étages. Le système jurassique, c'est un ensemble d'étages, et les étages qui composent le système jurassique, ils sont au nombre de 11. Donc, c'est un nombre élevé, ce qui conduit à subdiviser le système jurassique en sous-systèmes. Le premier sous-système jurassique, c'est le Lias, c'est le Jurassique inférieur. Le sous-système liasique, comme vous pouvez le constater, il est composé par 4 étages qui sont l'étangien, le cinémurien, le plionsbachien, que l'on prononce plionsbachien, et le toarcien. Le deuxième sous-système, c'est l'odoguaire, que l'on appelle aussi le Jurassique moyen. Il est composé lui aussi par 4 étages qui sont du bas vers le haut, l'étage alinien, bajossien, bâtonien, callovien. Et finalement, nous avons le troisième sous-système du Jurassique que l'on appelle le Jurassique supérieur, ou encore le sous-système Malm, le Malm. Alors le Malm, regardez, il est composé par 3 étages. Nous avons du bas vers le haut l'oxfordien, l'étage oxfordien, le chiméridgien et le titanien. Dans le découpage ancien du Jurassique supérieur, c'est-à-dire du Malm, à la place du titanien, vous pouvez retrouver comme nom, à la place du titanien, vous allez retrouver le portlandien. L'appellation portlandienne, accordée ou attribuée au Malm, attribuée donc au dernier étage composant le Malm, n'est plus valable. La nouvelle appellation, c'est le titanien. L'étage titanien est le dernier étage qui compose le Jurassique supérieur. Donc, c'est indiqué ici à droite. Regardez, portlandien, terme ancien. Portlandien. Alors, le titanien, l'étage titanien, c'est l'équivalent du portlandien. Il y a le pervertien aussi. Mais ce sont des appellations anciennes qui sont maintenant ils sont à l'oubli. D'accord? Bien. Voyons maintenant la 4e unité considérée en biostratigraphie. L'érathème. Un érathème. Qu'est-ce que ça veut dire un érathème? Un érathème, c'est une unité biostratigraphique d'ordre supérieur au système. Un érathème, par définition, c'est un ensemble de systèmes. Et un système, c'est un ensemble d'étages. Et un étage, c'est un ensemble de biosomes. Et la biosome, c'est la plus petite unité considérée en biostratigraphie. C'est la coupure élémentaire utilisée en biostratigraphie. Un érathème, je vous donne comme exemple d'érathème, le mésozoïque, le paléozoïque, le cénozoïque. Ça, ce sont les noms des érathèmes qui composent le phanérozoïque. D'accord? Un érathème, sa définition est basée à la fois sur des critères paléontologiques, sur des critères lithologiques et également sur des critères structurels. Je vous le rappelle encore une fois, la définition de l'érathème est basée sur des critères à la fois lithologiques, paléontologiques et structurels. Mais c'est principalement le critère paléontologique qui prévaut le plus souvent. C'est-à-dire, on utilise le seul critère paléontologique pour définir un érathème. Donc, dans le phanérozoïque, au sein des phanérozoïques, nous avons 3 érathèmes principaux. Nous avons du bas vers le haut, ce qui est en haut, c'est ce qui est ancien, et ce qui est en bas, c'est ce qui est récent. L'érathème le plus ancien dans l'ionothème phanérozoïque, c'est le paléozoïque. Le paléozoïque constitue l'érathème le plus ancien dans l'ionothème, dans le phanérozoïque. Le mésozoïque, c'est le 2e érathème. Et le cénozoïque, c'est le dernier
ératèmes considérés dans le Phanérozoïque. Le précambrien, ça représente l'ensemble des terrains plus anciens que le Paléozoïque. Donc, je cherche. Voilà. Je vais le présenter. Est-ce que vous voyez ce tableau? Est-ce que vous voyez ce tableau? Oh, Non, Oui, monsieur. Non, On le voit. maintenant, oui. d'accord. Oui, monsieur. Non, monsieur. Alors, ce tableau, vous l'avez dans le texte, oui ou non? Est-ce que vous l'avez? Oui. Oui, monsieur. D'accord. Oui, monsieur. Est-ce que vous voyez avec la double flèche? La double flèche, ça représente ce que l'on appelle le Phanérozoïque. Qu'est-ce que ça veut dire le Phanérozoïque d'abord? Le Phanérozoïque, c'est un ensemble d'ératèmes. Le Phanérozoïque, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle dans la classification de tout à l'heure, l'unité la plus récente, la plus importante, la plus grande unité considérée. Regardez, c'est l'ionothème. Est-ce que vous voyez cette diapo? Le Phanérozoïque, dans l'hiérarchie, donc, qui est considéré en biostratigraphie, dans cette hiérarchie ascendante, le Phanérozoïque correspond à l'ionothème. Est-ce que vous voyez ça? C'est l'ionothème. D'accord? Bien. Alors, regardez. Le Phanérozoïque, est-ce que vous voyez le tableau maintenant? Oui ou non? Non, Répondez. Est-ce que non, vous voyez le non, tableau? non, monsieur. On attend un petit peu, peut-être ça demande du temps, parce que j'ai changé complètement, j'étais pratiquement dans la première diapo de ce chapitre. Maintenant, on le voit. Ah, vous le voyez, il y a un retard. C'est ce qui pose le problème. Donc, dans ce tableau, regardez, nous avons, avec la double flèche, nous avons le Phanérozoïque. Si vous regardez les hiérarchies donc, proposées en biostratigraphie, la classification des unités biostratigraphiques, en allant de la plus petite vers la plus importante, le Phanérozoïque est à la valeur de l'ionothème. L'ionothème, c'est la plus grande unité biostratigraphique dans l'hiérarchie. Donc, le Phanérozoïque, il est composé par 3 ou 4 même ératèmes qui sont du bas vers le haut. Donc, vous avez ce qui est en vert, c'est l'air primaire, ou bien c'est l'ératème primaire. C'est ce qu'on appelle aussi le Paléozoïque. Le deuxième ératème, c'est le Mésozoïque. C'est l'ératème secondaire. C'est l'équivalent de l'ère secondaire. Puis vous avez le troisième en jaune, c'est l'ératème cénozoïque, ou bien c'est l'ératème tertiaire. D'accord? Et finalement, nous avons le quatrième, donc qui est de courte durée, c'est le quaternaire. Donc le Phanérozoïque comprend 3 ératèmes principaux, le Paléozoïque, ou bien le primaire, le Mésozoïque, ici en bleu, ou encore le secondaire, et le Cénozoïque, que l'on appelle aussi le tertiaire, et c'est présenté en jaune. Et on peut même rajouter un quatrième ératème, c'est le quaternaire. Donc le Phanérozoïque comporte 3 ératèmes principaux, avec en plus le quaternaire. Alors, on appelle précambrien. Regardez ce qui est en marron clair, en bas du tableau, la partie en bas du tableau, qui est colorée en marron clair, ça représente le précambrien. Le précambrien. Alors, regardez, nous avons le préfixe pré, c'est avant, et cambrien, c'est un système, c'est le premier système de l'ératème paléozoïque, de l'ératème primaire. On le voit sur la 3e colonne, cambrien. Le cambrien, c'est un système, c'est le premier système, ou bien le système le plus ancien de l'ératème paléozoïque, ou bien du primaire. On appelle précambrien tous les terrains qui sont plus anciens.
que le Cambrien. C'est l'ensemble des terrains antérieurs, si vous voulez, au Cambrien, c'est-à-dire qui sont antérieurs à l'érathème paléozoïque. C'est clair? Et regardez la limite entre le précambrien et l'érathème paléozoïco-primaire. C'est une limite qui est datée de presque 530 millions d'années. La limite entre l'érathème paléozoïco-primaire et l'érathème mésozoïco-secondaire, il est daté de 245 millions d'années. Celle entre le tertiaire et le secondaire, il est de l'ordre de 66 millions d'années. Et on appelle le quaternaire, c'est la période ayant un âge moins de 2 millions d'années, jusqu'à l'actuel, jusqu'à maintenant. Donc ça démarre depuis 2 millions d'années, il y a 2 millions d'années, et il continue même aujourd'hui. Bien. Alors, on se pose la question quelle est la relation entre les unités géochronologiques et les unités biochronostratigraphiques. Qu'est-ce que ça veut dire une unité géochronologique? Quand on regarde ce vocable, on voit bien qu'il y a 3 parties. Il y a géo, il y a chro, puis il y a logie. Logie, discours, géo, c'est géologie, et chronologie, donc c'est le temps. Chrono, c'est la chronologie, bien chron, c'est le temps. Chronomètre, ça vient du chronomètre. Donc, une unité géochronologique, j'ai chrono, là, géochronologique et non pas géochrologique. Relation entre unité géochronologique et unité biochronostratigraphique. Une unité géochronologique, c'est une unité abstraite qui exprime une durée, qui exprime un laps de temps. C'est une unité abstraite qui exprime une durée de quelques millions d'années ou bien plusieurs millions d'années. Selon une hiérarchie ascendante, c'est-à-dire croissante, on distingue comme unité géochronologique des âges, des périodes, des ères et des îles. Donc regardez, donc vous avez donc les unités géochronologiques à droite, puis vous avez les unités géochronostratigraphiques ou bien biostratigraphiques à droite. Et vous avez leur correspondance. Par exemple, nous avons la biozone. La biozone, c'est une unité biochronostratigraphique. D'accord? Ou bien c'est une unité tout simplement chronostratigraphique. Il a une durée que l'on appelle le cran. Il a une durée d'un cran. Donc l'équivalent de la biozone en géochronologie, c'est le cran. Le cran correspond à la durée d'une biozone. Et la biozone, on peut l'appeler chronozone. L'âge. L'âge, c'est une unité géochronologique qui représente la durée d'un étage. Donc là, c'est l'équivalent de l'étage en chronostratigraphie. L'étage, c'est une unité chronostratigraphique qui a comme durée un âge, par exemple le Cénomanien. Le Cénomanien, c'est l'équivalent d'un étage dans le Crétacé supérieur. L'époque, le Miocène par exemple. L'époque, c'est une unité géochronologique qui représente la durée d'un sous-système. Un sous-système, il a une durée équivalente à l'époque. L'époque, c'est une unité géochronologique qui représente la durée d'un sous-système. La période, par exemple, le Crétacé, c'est une période. La période, c'est une unité géochronologique qui représente la durée d'un système. Et un système, c'est une unité biostratigraphique ou bien chronostratigraphique. L'ère, par exemple, le Paléozoïque, l'ère, c'est une unité géochronologique qui représente la durée d'un érathème que nous venons de voir. Et l'ion, tel que par exemple le Phanérozoïque, c'est une unité géochronologique qui représente l'ionothème. Donc l'ionothème, qui est une unité chronostratigraphique, a une durée qui est celle de l'ion. D'accord?
Vous avez, par exemple, donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Donc, à retenir, une unité géochronologique, c'est une unité donc, qui est établie de manière abstraite, c'est une unité abstraite qui exprime la durée ou bien un laps de temps d'une unité chronostratigraphique. C'est une unité abstraite qui exprime la durée ou bien un laps de temps ou bien la durée d'une unité chronostratigraphique. Donc ici, vous avez l'hiérarchie croissante des différentes unités que l'on peut rencontrer en chronostratigraphie et des différentes unités géochronologiques avec leur équivalence. Bien, donc voilà, donc c'est la fin de ce cours. Donc on vient de finir le chapitre 3. Donc la semaine prochaine, ça sera ça va être c'est férié, donc ce sont les vacances. Donc on va reprendre, il nous reste une séance de cours, une seule séance de cours pour le dernier chapitre, pour faire les corrélations stratigraphiques. On va chercher dans ce chapitre-là, on va essayer de faire des comparaisons entre des séries sédimentaires qui sont identifiées dans des localités lointaines. On va chercher les équivalences entre les différentes séries sédimentaires en utilisant donc les principes de corrélation, que ce soit corrélation lithologique ou bien plus stratigraphique. Vous allez voir que le tableau de synthèse des corrélations, ça vous permettra par la suite, on va le voir après les vacances, ça vous permettra de faire dégager un certain nombre de renseignements sur le bassin sédimentaire. Bien, donc voilà. Est-ce qu'on doit retenir les noms des zones, par exemple, dans le tableau des Tourciens, ou qu'est-ce qu'on doit retenir des noms dans les tableaux? Non, vous n'allez pas retenir tout ça, rien, rien. Ça, ce sont des noms. Regardez, le Tourcien, là. Le Tourcien, c'est un étage. Il est composé, comme nous l'avons dit tout à l'heure, par un nombre élevé de biozones. Par 8 biozones. Il est composé par 8 biozones. Puisque le nombre est élevé, l'étage tourcien est subdivisé en 3 sous-étages. Et chaque sous-étage est composé par 2 ou plusieurs biozones. Est-ce que vous avez le tableau? Vous voyez le tableau? Est-ce que vous le voyez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, les noms des zones, vous n'avez pas besoin de retenir tous ces noms-là. Alors, par exemple, Tuniquistatum, la zone à Tuniquistatum, il est défini par une ammonite qui porte le nom Dactylioceras tuniquistatum. Dactylioceras tuniquistatum, c'est le nom de l'espèce. C'est-à-dire que la détermination de la forme d'ammonite a été faite même à l'échelle spécifique, c'est-à-dire elle est très détaillée. Et le nom de cette ammonite, il porte le nom de Dactylioceras tuniquistatum. Donc c'est la première biozone. La deuxième biozone, Harpocera serpentinum, c'est le nom d'une ammonite. Et le nom de cette ammonite, il est attribué au nom de la zone, parce que c'est elle qui caractérise cet intervalle de temps. Hildoceras bifrans. Hildoceras bifrans, c'est le nom d'une ammonite qui caractérise la base ou bien la moitié inférieure du tourcien moyen. Ogia variabilis aussi, c'est le tourcien, c'est la moitié supérieure du tourcien moyen. Grammoceras warsans, c'est la base du tourcien supérieur. Et Plidilia ralensis, c'est le sommet du tourcien supérieur. Tout ça, ce sont des noms d'espèces d'ammonites. Il ne faut pas le retenir. Il faut comprendre que quand le nombre de biozones qui constitue un étage est très élevé,
l'étage est subdivisé en sous-étages, tout simplement. D'accord? Donc, il ne faut pas retenir les noms. Tout ça, ce sont des noms d'espèces d'ammonium. Ce sont des noms des espèces d'ammonium. Voilà, donc je vous laisse. Alors, il y aura un TD à 14h, à 16h30, c'est ça, cet après-midi. Il y aura un TD à 16h30. D'accord? Si vous voulez assister à ce TD, donc il aura lieu, je pense, à 16h30. Et ça concerne les groupes 5 et 6. Les étudiants appartenant au groupe 5 et 6. Donc, on aura une réunion à 16h30, de 16h30 à 18h15. Et ça va porter sur la première séance de TD. Voilà, je vous laisse. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, pour la série, les séries, est-ce que